C'était Nabab. Je me retrouve à devoir manager des gens qui ont le double de mon âge. Et au bout d'une semaine, la police arrive. Et les erreurs aussi, c'est de ne pas avoir pris certaines garanties au prix du franchiseur. Donc on s'est dit, on arrête là. J'ai augmenté mon chiffre d'affaires à quasiment 30%. Sur le même point de vente? Sur le même point de vente dès que j'ai arrêté. On se donne 1 an pour ouvrir mon premier point de vente, voilà, en tant que franchiseur. Un bon établissement, les gros établissements tournent autour du million d'euros de chiffre d'affaires. On a décidé de se faire accompagner et je t'ai contacté. J'ai eu raison parce que voilà, tu sais de quoi tu parles et tu as apporté une expertise intéressante et qui a permis de faire des bonnes ouvertures. Et d'avoir des prestataires à qui on peut faire confiance, c'est important. Tout moi, ce que je retiens, c'est que ça a été un succès. Voilà, ça a été un succès. L'objectif de départ a été respecté et on a fait des belles ouvertures et ça nous a apporté du monde lors de l'ouverture. Ils étaient très contents et ces ouvertures-là nous ont apporté des nouveaux leads pour la franchise. Pour d'autres ouvertures plus tard. Merci Adel pour le temps, c'est cool qu'on puisse faire cette interview ensemble. De rien, avec plaisir. L'idée, si tu veux, de cette interview, c'est que tu puisses partager ton expérience par rapport à NBK, par rapport à ton parcours, etc. Et du coup, je vais te laisser te présenter rapidement. Moi, c'est Adel, j'ai 36 ans et je suis le fondateur de NBK Nannerie. Voilà, je suis dans la restauration depuis 2011 et je me développe en franchise depuis début 2021. Ok, super. Franchise NBK, on va en parler. Du coup, depuis 2011, tu es dans la restauration. C'est ça. Avant de te lancer dans la restauration, est-ce que c'était un objectif pour toi de lancer absolument un projet food? Non, franchement, je suis tombé dans la restauration complètement par hasard. De base, voilà, moi, je sortais d'un BTS MUC où je faisais mes stages en banque. Okay. Donc, j'allais continuer dans cette voie-là, dans une carrière banque assurance. Et je devais partir à Montpellier et prendre une filière, une option création d'entreprise. D'accord. Et avec ma famille, on s'est dit, tiens, au lieu de partir aussi loin, pourquoi pas rester ici et au lieu de faire de la théorie avec les études, pourquoi pas directement aller à la pratique. Okay. Et donc, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on avait vu un concept sur Zone Interdite, sur M6, avec une franchise. Et on s'est dit, voilà, c'est un concept qu'il n'y a pas à Rennes. C'était quelque chose qui nous plaisait, ouais, d'innovant. Voilà, c'était vraiment un concept auquel on était sensible. Et on s'est dit, voilà, on va contacter cette franchise et on va voir ce qui va se faire. Voilà, juste pour savoir les renseignements, comment on pourrait s'introduire dans ce monde-là. Est-ce que tu peux parler justement de ce franchiseur? Oui, tout à fait. C'était Nabab à l'époque, okay. Nabab Kebab. C'était, voilà, le projet était prometteur sur le papier. Il voulait devenir un peu le McDonald's du kebab avec des process et des normes d'hygiène et okay. Oui, de process vraiment bien calibrés. Et ça nous a tout de suite plu parce que en étant consommateur de kebab, de fast-food, c'est vrai qu'il y a toujours eu ce débat, et qui existe d'ailleurs toujours, chez les indépendants, où il n'y a pas une norme, où c'est pas bien structuré, l'hygiène peut être douteuse, etc. Et avoir un concept comme ça, où on serait sûr de toute la chaîne de production, etc. C'était quelque chose qui nous plaisait. Ok. Et du coup, tu es resté avec Nabab de quelle année à quelle année à peu près? Alors voilà, pour l'histoire, nous on partait vraiment sur un simple renseignement. Okay. Je vais te raconter un petit peu l'histoire. C'est après la vision de ce reportage, moi je vais sur internet, je regarde voilà, comment contacter le franchiseur. Et je tombe directement sur son numéro de téléphone personnel. Donc je l'appelle et je lui dis, voilà, j'ai vu le reportage, on serait intéressé pour Rennes. Et là, quand je lui ai dit Rennes, il a tout de suite bondi, il fait « Ah, ça fait depuis 2 ans, 3 ans que je cherche à m'installer à Rennes, okay. Je ne trouve pas de local, etc. Je veux vraiment m'installer là, donc t'inquiète pas, renseigne-toi sur le local et après on va discuter. » Donc je raccroche. J'appelle, pareil sur Google, je tape agent immobilier Rennes, je
j'appelle le premier et là direct je tombe sur une dame qui me dit il y a un local dans le centre-ville qui vient tout juste d'être mis en vente là à l'instant, enfin qui vient de rentrer dans notre base de données. Est-ce que ça vous dit de le visiter? Moi je prends l'adresse, je rappelle le franchiseur, je lui dis voilà, c'est telle adresse. Il regarde sur Google Street View. Il fait c'est parfait, l'emplacement en plein centre de ville, c'est bon, prends-le. Je lui dis mais attends, c'est quoi, comment on s'arrange? Il me dit non, t'inquiète, je vais t'arranger de fou, je veux absolument. Okay. Voilà, et donc quand je me suis retrouvé dans ce truc-là, comme ça, parce que quand je suis parti visiter le local, le gars il était à 2 doigts de la liquidation. D'accord, ok. Et son chiffre d'affaires ne permettait même pas de payer le loyer. Ok, donc toi c'était une opportunité pour toi? Une opportunité, on l'a eu vraiment pas cher. Et voilà, c'est comme ça, au bout d'une semaine, je rencontrais le franchiseur et c'est parti comme ça, alors que je venais juste d'avoir mon diplôme. D'accord, c'est cool ça. Voilà, et du coup, tu t'es lancé, tout s'est bien ficelé. Ouais, et ça, c'est un local que tu avais à République, au cœur de la ville de Rennes. Donc, emplacement stratégique. Ok. Du coup, cette affaire-là, tu l'as gérée solo ou tu étais associé? Comment ça s'est passé? C'était solo. J'étais solo. Moi, mon père, il est dans le monde du commerce, donc il connaît un petit peu tout ce qui est gestion. Okay. Donc j'étais épaulé par mon père au niveau administratif, mais vraiment en termes de gestion sur place. Opérationnel, etc. Exactement. Ok. Comment ça s'est passé, toi, finalement, les premiers mois de lancement, justement, avec cette affaire-là? Qu'est-ce que tu as rencontré directement que tu ne t'attendais pas forcément à vivre? Vu que tout s'est fait très vite, les travaux, donc il a pris en charge les artisans pour les travaux, etc. Ah, c'est lui qui a tout géré? Il a tout géré. Et en gros, on s'est mis d'accord sur une formule clé en main. Okay. Il a ramené ses propres artisans, etc. Ça allait très très vite. Moi, je n'ai pas eu de formation là-bas dans un de ses points de vente. Directement, il a ramené quelqu'un. Et on a ouvert. On a ouvert sans publicité ni rien. Et directement, vu que pas longtemps avant, il y avait eu ce reportage à la télé, les gens étaient curieux et directement, ils sont venus tester. Mais ça a été un peu laborieux dans les débuts. Okay. Parce que la personne qui est venue former, c'était un salarié d'un autre point de vente. Donc lui, il pouvait rester que 3 jours. Le franchiseur n'était pas disponible parce que lui aussi, il était en pleine expansion. Il n'était pas présent. Donc ça a été très difficile et j'ai été vite, seul à bord. Ouais, donc tu as commencé à avoir les failles un peu. Voir les failles, tu vois, que ce soit en termes de management, de gestion, ça a été vraiment compliqué les débuts. Par rapport à cette affaire-là, quels étaient les plus gros problèmes que tu as rencontrés? Le plus gros problème, c'est déjà la gestion des salariés. Au début, j'étais très jeune. Je me retrouve à devoir manager des gens qui ont le double de mon âge. Okay. Donc déjà, ça, c'était pas évident. Il fallait avoir le bon ton, mais en même temps ne pas se laisser, entre guillemets, impressionner par des gens qui ont plus d'expérience que toi. Et après, on va dire, c'est surtout la gestion aussi administrative, toujours dans le cadre des salariés. Quand tu n'as pas formé sur l'URSSAF, quand on te dit prends tant de salariés et que tu ne sais pas pourquoi on te fait un planning mais qui ne reflète pas la réalité du chiffre et qu'au bout de 3 mois tu as les premières charges qui tombent et tu te dis attends, il y a un problème. Il n'y avait pas de ratio à respecter. Ouais, c'est ça, en fait, ça s'est fait tellement vite que j'ai été mis dans le bain et j'ai tout découvert comme ça, tu vois. Et donc c'était l'une des plus grosses difficultés, ça a été la gestion des salariés. Et on va dire, une autre difficulté, c'est, on va dire aussi le rythme de travail. Au début,
tu te dis pas que tu vas travailler de 9h jusqu'à minuit, 7 jours sur 7. Tu vois, tu te dis, sur un lancement. C'est ça, surtout sur un lancement, tu te dis que tu as pas mal de salariés, etc. Mais non, les salariés, ils sont pas là pour tenir la boutique, ils sont là pour exécuter les ordres. Ils sont là pour leur salaire. Et c'est ça, et tu dois être présent. Et en fait, tu es le capitaine à bord. C'est toi qui dois guider les troupes, quoi. Donc ça a été dur à ce niveau-là. Ok. C'est quoi, à ton sens, l'erreur qui a le plus d'impact pour toi par rapport à ce lancement, par rapport à ce développement? L'erreur, c'est la précipitation. C'est vrai que la franchise, c'est bien quand c'est un accélérateur parce qu'il y a déjà une réputation, tout est déjà mis en place. Donc, quand tu commences, ça commence direct. Il n'y a pas de phase d'adaptation. Donc, l'erreur, c'est peut-être de ne pas avoir pris le temps en amont et ne pas avoir pris la mesure de ce que ça allait être, cette ouverture-là. Après, voilà, peut-être les erreurs aussi, c'est de ne pas avoir pris certaines garanties au prix du franchiseur. Parce que ça a été trop vite finalement. Ça a été trop vite. Je pense que, comment dire, l'exposition médiatique qu'il a eue a été, il n'a pas réussi à suivre le rythme. Okay. Donc, il a saisi des opportunités, mais au bout d'un moment, quand on veut aller trop vite, on se casse un peu la gueule. On se casse la gueule, on rencontre des difficultés et en fait, voilà, on n'a pas le temps de bien bâtir les fondations. Les fondations, ouais. Voilà. Ouais, c'est toujours ça. C'est ça, on veut aller vite, mais il ne faut jamais se précipiter. Ça, c'est vraiment un conseil et bien se renseigner. Bien se renseigner sur tous les tenants et les aboutissants d'une affaire. Non, mais c'est sûr. Et qu'est-ce qui a fait finalement que tu t'es dit, parce que NBK est arrivé après? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous un peu cette histoire. Le fait, comment la transition s'est faite. Moi, j'ai commencé en 2011 et j'ai arrêté en 2013. J'ai arrêté en 2013 parce que, tout simplement, d'un commun accord, on s'est dit, voilà, c'est vrai que ça soit l'ouverture, l'accompagnement n'a pas été présent. On va dire que les fautes ont été reconnues des deux parties, mais voilà, les promesses du franchiseur n'ont pas du tout été tenues, sans rentrer dans les détails. Donc on s'est dit, voilà, on arrête là. Et du coup, moi j'ai enlevé l'enseigne. Et pour l'histoire, moi au bout d'une semaine, je travaillais sans enseigne. Okay. Donc, et ce que je ne savais pas, c'est qu'on s'est interdit de travailler sans enseigne. Au bout d'une semaine, la police arrive et me dit, si tu veux continuer à ouvrir ton restaurant, il faut que tu mettes une enseigne. Okay. Tu as une semaine pour mettre une enseigne, sinon on te prend les clés. Et donc c'est là où est arrivé NBK. Et NBK, à l'époque, ça voulait dire Nan Burger Kebab. Donc voilà l'activité que je faisais. Mais maintenant, c'est devenu autre chose. C'est devenu Nan Braise Kitchen. Mais voilà, c'est ça un peu l'histoire du nom de... Ok, donc ouais, tu as arrêté le contrat avec Nabahab, tu t'es lancé du coup tu as lancé NBK. C'est ça, j'ai commencé à moi-même contacter les fournisseurs, à avoir la possibilité de regarder un petit peu ce qui se faisait ailleurs. Et j'ai commencé aussi à construire mon propre menu et faire des choses qui me plaisaient plus et que j'estimais que ça allait plaire aussi aux clients. Du coup, tu as lancé NBK. NBK, c'est le concept du NAN que tu as gardé, que tu as optimisé. Je l'ai optimisé, en fait, je me suis plus concentré dessus. Parce que Nabab, il faisait du naan, mais il communiquait surtout sur le kebab. Okay. Vraiment sur le pain classique kebab. Le naan, c'était un petit peu... du secondaire. Voilà, du secondaire. Alors que moi, j'ai décidé que ce sera mon produit principal. Et j'ai commencé à construire toute une carte, voilà, toute une image, toute une carte autour du naan. Et ça a plu. J'ai augmenté mon chiffre d'affaires
quasiment 30% Sur le même point de vente. sur le même point de vente dès 2013, dès que j'ai arrêté, en faisant à ma façon. Donc, qu'est-ce que tu as fait quand tu dis à ta façon, c'est que tu as créé une offre, tu as optimisé tes produits, Voilà, exactement. Parce que, déjà, la première chose, c'est que j'ai modernisé. Par exemple, j'étais parmi les premiers à ramener les écrans dynamiques. Voilà, c'était fini les menus board classiques statiques. J'ai ramené les écrans avec les animations qu'il y avait sur les menus, etc. J'étais parmi les premiers à le faire. Pareil pour tout ce qui est système de beeper. J'ai été parmi les premiers à le faire sur Rennes. Et donc tout ça, ça a contribué déjà à dynamiser le point de vente. Et ensuite, voilà, j'ai pas mal analysé les tendances, le marché, et j'ai vu qu'il y avait certains produits qui pouvaient cartonner, comme par exemple le cheese naan avec du tenders dedans. Ça a été un carton dès que je l'ai mis en place, des choses comme ça. J'ai fait des combinaisons comme des naan cheese chèvre et miel. Ok. Ouais, tu as vraiment optimisé ton produit. Ça, j'ai vraiment essayé de sortir un petit peu des sentiers battus pour l'époque, parce que maintenant c'est devenu classique tout ça. Mais en 2013, il y a 12 ans, la carte c'était kebab, chicken. T'avais 2 ou 3 sauces. Ouais, c'est ça. Voilà. Pas grand choix. Il n'y avait pas beaucoup de choix. Ouais, donc tu es arrivé, tu as apporté de l'innovation surtout finalement sur le produit, sur tes process, sur l'expérience client, etc. C'est ça, exactement, sur la décoration surtout. Ok, donc NBK, tu es passé de Nabab, donc tu as terminé ton contrat avec le Nabab, tu as lancé NBK, un peu comme ça parce que il fallait une ancienne, etc. Mais finalement, tu as optimisé tes process, tu as optimisé tes coûts, tu as lancé des offres, etc., ton expérience client. Et finalement, explique-nous l'après. Parce que là, aujourd'hui, tu as bien avancé. Explique-nous un peu ta transition. En fait, donc, quand je suis passé sous NBK, j'ai continué à augmenter mon chiffre d'affaires. Tout se passait bien et j'ai décidé de prendre un deuxième local, donc celui de la Kourouz. Où on est actuellement. On est actuellement. C'était en 2017. Et donc j'ai fait ce point de vente. Pareil, j'ai essayé d'optimiser, d'apporter une expérience client, et d'apporter aussi un cadre qui était pour l'époque moderne. Ça l'est toujours. Oui, ça a pas mal vieilli, ça a bien vieilli. C'est vrai que ça a bien vieilli, tu vois. C'est une bonne chose. Je suis assez fier de ça. Et c'est à partir de ce moment-là où quand les gens venaient, rentraient ici, ils me demandaient si c'était une franchise. Et donc moi je disais non, c'est une enseigne rennaise, etc. Et plusieurs fois, les étudiants qui venaient ici, ils me disaient c'est dommage, il en faudrait un à Redon, il en faudrait un à Fougères, il en faudrait un. Et donc là, ça a commencé à me mettre un petit peu la petite graine, à me dire tiens, ce serait pas mal que je développe. Et on va dire que le virage s'est fait après le Covid. Parce que moi, pendant le Covid ici, je suis toujours resté ouvert. Okay. Ça, on va dire que ça a très bien marché. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'enseignes qui étaient ouvertes. Et je me suis dit, la restauration, c'est quand même un secteur qui est difficile, mais qui arrive à passer les crises. Parce que c'est un besoin vital de manger, et en plus de manger, un restaurant, ça reste quand même un lieu où les gens viennent. Ça reste un lieu réconfortant où tu viens pour manger, pour passer un bon moment et changer les idées, te faire plaisir, quoi. C'est ça, et il y aura toujours besoin de ça. Du coup, il y a eu une personne avec qui maintenant est devenue associée avec moi dans la franchise, qui était, pour la petite histoire, un de mes premiers salariés à République. Ok, dans le premier point de vente. C'est ça, quand j'ai ouvert. Lui, il était étudiant, il avait fait un stage chez moi, un stage, un CDD de 3 mois chez moi. Et entre-temps, lui, il est parti à Lyon et il a travaillé dans une franchise. Il était responsable développement dans une autre franchise à Lyon. Okay.
Et lui, il est revenu à Rennes pour des raisons personnelles. Il a envoyé un CV, une lettre de motivation pour dire, bah voilà, si vous cherchez quelqu'un pour développer la marque, je suis là. Mais lui, il ne savait pas que c'était moi, parce que ça avait changé de nom. Ok. Lui, à l'époque, c'était Nabab. Ok. Et là, moi, je l'ai reconnu, je l'ai appelé, et je me suis dit, bah tiens, voilà, on va dire que les planètes s'alignent. Je pense à faire une franchise. Il y a lui qui a été responsable développement. Donc il connaît, Je dis, bah c'est allez. son expertise. Voilà, j'ai dit, c'est un signe, faut y aller. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, bah voilà, moi je pense à me développer depuis un moment, parce que t'es chaud pour qu'on se lance. Et il a dit, bah vas-y. Go. Et c'est parti, et voilà. Et là, jusqu'à aujourd'hui, vous êtes associés et vous développez ensemble Voilà, et donc, la franchise NBK. Voilà, moi j'ai dit, quand il est arrivé, je lui ai dit, voilà, on se donne un an. Je me donne un an pour ouvrir mon premier point de vente avec En tant que franchiseur. Voilà, en tant que franchiseur. Et on a commencé, ouais, c'est ça, en 2021, et en février 2022, on a ouvert à Lyon. Voilà. Et donc, et après, ensuite, ça a enchaîné, donc Lyon, Grenoble, Lille, Nancy, Redon, Saint-Brieuc, et là, on va ouvrir à Bain-de-Bretagne. Ok. Et on est en négociation avec d'autres villes en France. Est-ce que tu as un objectif final? Parce que là, tu as combien de franchises à peu près? Là, on est à 8. 8? 8 et un 9e qui arrive. Ok. Est-ce que tu as un objectif? Tu te dis, bah voilà, moi, chaque année, je vais ouvrir tant de franchises, ou c'est vraiment par rapport à la demande? Comment ça se passe par rapport à ça? Oui, nous, on a quand même un objectif de développement qui est basé sur 5 ans. On aimerait, d'ici 2030, avoir 25 points de vente. Ok. Voilà. Nous, on mise sur pas un développement rapide, parce que voilà, j'ai appris. Ouais, tu as vu les failles. Voilà, j'ai appris et je ne veux pas reproduire les mêmes erreurs qu'a pu faire le franchiseur. Hein. Après, c'est sans rancune. J'ai pas de rancune envers lui. Voilà, on va dire que ça. C'était une première expérience. Voilà, c'est une expérience. Ça m'a permis de mettre le pied à l'intérieur de cet univers-là. Mais je préfère une expansion Tranquille plutôt que exponentielle avec des fondations. voilà, qui peut, on peut vite se brûler les ailes. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Donc voilà, 25 d'ici 2030. Et voilà, et après on verra ce qu'on fera, si on continue à se développer, si on vend la marque. Ok. On verra d'ici là. On va parler un peu des avantages justement à travailler avec toi. Ce serait quoi pour toi les principaux avantages de rejoindre NBK en tant que franchisé? Bah, déjà, de manière générale, rejoindre une franchise, comme je disais tout à l'heure, c'est un accélérateur. Ça permet de ne pas te casser la tête à réfléchir à un concept, à quel type de menu, quelle typologie de client tu veux faire. Ça te permet déjà d'avoir un cadre et de ne pas perdre de temps. Ok. Voilà, parce que quand on ouvre un point de vente, en indépendant, il y a souvent les 6-8 premiers mois sont souvent difficiles parce qu'il faut te faire connaître. Quand tu ouvres avec une franchise, tu as déjà l'exposition médiatique, voilà, à plus ou moins grande échelle, tout dépend de la franchise, mais cette franchise-là, elle t'apporte déjà une expertise et une crédibilité et surtout voilà, un projet clé en main. Ouais. Voilà, c'est un projet clé en main. Donc c'est ça l'avantage de la franchise. Ensuite, donc, pour rentrer plus précisément chez NBK, notre force, on va dire, c'est la flexibilité. On est un jeune réseau, ce qui fait que on peut être plus à l'écoute d'un projet que peuvent être les grandes enseignes. C'est ça, les grandes enseignes, ils ont un cahier des charges strict. Ok. Si ta devanture ne fait pas 6 mètres, On ne prend pas. Ouais. tu vois, nous, on fait beaucoup de cas par cas et on essaie de s'adapter. On essaie vraiment aussi à définir les besoins du potentiel franchisé. Ça veut dire qu'il y en a qui veulent venir en tant qu'investisseurs, ils veulent mettre de l'argent et ils veulent une rentabilité. Voilà, ils ne veulent pas travailler dedans. Il y en a par contre, voilà, ils se disent, bah, moi je veux travailler dedans je ne suis pas là juste en tant qu'investisseur. Donc ce sont des profils différents et à partir de là, nous, vu que dans notre réseau, on a différentes catégories de franchisés, on est capable de les orienter et de les aiguiller.
Les autres avantages, c'est que bien sûr, on a des partenaires avec qui on a négocié des deals et que les franchisés peuvent en profiter. Moi, mon but, c'est toujours qu'il y ait une relation gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, ouais. Voilà, Que tout le monde y trouve son compte. Tout le monde y trouve son compte. Je sais qu'un franchisé content, ce sera un franchisé qui va vouloir se développer et c'est un franchisé qui va me faire une bonne pub. Voilà, tout simplement. Il y a une certaine proximité. Ce que les gens aiment, c'est que, voilà, que ce soit moi ou là, mon associé, on est joignable. S'il y a besoin même d'appeler à 21h, 22h, on nous appelle, on répond. Voilà, Vous êtes vraiment flexible. Je ne sais pas si après, avec 20 points de vente, on pourra le faire avec tout le monde. Mais pour l'instant, voilà, c'est le plus gros avantage, c'est qu'on est très flexible et très disponible. Très réactif et très... Voilà. Et on s'adapte. On essaie toujours de trouver des solutions. Par exemple, un point de vente qui n'a pas de gaz, eh ben, on est capable de lui trouver une solution pour qu'il soit équipé tout en électrique, des choses comme ça. Voilà, on se casse la tête pour que le franchisé puisse faire son projet et dans des bonnes conditions. Et aussi, on est capable de dire non. On n'essaie pas de signer coûte que coûte. Quand on voit que le projet n'est pas viable, on le dit, voilà, pour l'instant. Vous êtes transparent avec ça. Voilà, le budget n'est pas suffisant. Le local que tu nous présentes n'est pas bien placé. Voilà, n'est pas bien placé. Ça risque d'être très compliqué. On préfère dire non directement plutôt que d'avoir une mauvaise publicité derrière. Avec un franchisé mécontent. Exactement. Et le dernier point, c'est qu'on essaie d'être vraiment très inventif et original dans nos recettes, dans la manière de réaliser notre carte. On essaie vraiment d'avoir des choses qu'il n'y a pas ailleurs. Comme là, on a inventé le Black Naan. Le Black Naan, on est les seuls en France à le faire. Maintenant, on commence à être copié. Mais on était les premiers à le faire. Voilà, on essaie vraiment d'apporter de l'innovation, mais permanente. Okay. Voilà. En moyenne, c'est quoi le chiffre d'affaires que génère un franchisé? Alors, le chiffre d'affaires, ça dépend beaucoup des points de vente, parce que par exemple, on a des points de vente qui sont dans des food courts, okay, dans des centres commerciaux. Notamment Lille. Voilà, Lille. Lyon, il était dans un food court, dans une dark kitchen, et ils sont passés en physique. Donc au bout d'un an et demi, ils ont réussi à trouver un local et à ouvrir directement dans un point de vente physique. Et là aussi, voilà, ça dépend de pas mal de choses, mais par exemple, un bon établissement, les gros établissements tournent autour du 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ok, 1 million d'euros annuel. Sympa, c'est déjà très bien. Oui, c'est un bon chiffre. Après, voilà, il y a un chiffre d'affaires. On a des plus petits points de vente qui peuvent être plus rentables que des plus gros. Voilà, c'est toute une question de marge et ça aussi, c'est des choses à laquelle on accorde beaucoup d'importance. Oui, bien sûr. Voilà. Vous formez, comment est-ce que vous lancez une personne? Si tu me donnes le parcours client. Moi, admettons, je me lance avec toi en tant que franchisé. Explique-moi très rapidement le parcours client, comment ça se passe. Voilà, donc là, comme il y a une prise de contact, on analyse tes besoins, tes envies. Par rapport à ça, on te dit, voilà, toi, si tu es un profil plutôt investisseur, on va te dire que voilà, il va falloir t'orienter vers des emplacements numéro 1. Okay. Voilà le coût moyen pour un tel établissement et on regarde un peu ton budget si tu as un apport suffisant ou pas. Donc, on estime que l'apport est suffisant. Donc, la personne prend le local, il nous donne les plans, on lui réalise un plan avec un cuisiniste, avec un cuisiniste pour tout ce qui est partie cuisson. Okay. Et moi, pour l'instant, c'est moi qui m'occupe de la partie décoration. Okay. On chiffre tout ça et on lance les travaux. Ensuite, il vient ici entre 1 semaine et 10 jours pour se former dans un de nos points de vente. Okay.
Et ensuite, c'est nous qui allons encore sur place pendant une semaine pour faire une semaine de rodage pour qu'on puisse voir sur place comment ils se débrouillent, etc. Donc, si cette semaine de rodage se passe bien, on l'autorise à ouvrir, sinon on continue cette période. Exactement. On reste avec lui, on continue la formation. Et voilà, et en fait tout se fait en même temps. Pendant ce temps, voilà, on l'aide pour le recrutement, on l'aide pour la stratégie de communication de départ. D'ailleurs, on s'en occupe tout simplement. Et on met en place diverses choses pour que l'ouverture se passe bien. Plusieurs leviers pour que ça se passe bien, quoi. Exactement. Ok. Avec du recul, qu'est-ce que tu dirais, toi, à un restaurateur qui souhaite justement se lancer en tant que franchiseur? Parce que moi, je rencontre pas mal de personnes, j'ai l'impression que c'est un peu un fantasme quand tu es restaurateur, de se dire « ouais, moi j'aimerais bien lancer des franchises ». Comment tu vois les choses par rapport à ça et qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, déjà, je leur dirais que le franchiseur n'est pas là pour travailler à leur place. Comme tu as dit, beaucoup de gens pensent que voilà, je paye une franchise, je paye des redevances, donc le franchiseur doit tout faire. Non. C'est un support. C'est un support, c'est un accompagnement. Ça permet, voilà, c'est un accélérateur, mais le gérant, comme son nom l'indique, doit gérer son point de vente, son équipe. On ne peut pas gérer à sa place. Nous, on lui donne toutes les clés, mais si au niveau de la gestion des salariés, de base, c'est pas forcément carré. C'est ça, et il ne respecte pas les recommandations qu'on lui a dit. C'est difficile pour nous d'être responsable ou d'accepter d'être responsable. La franchise, ce n'est pas une baguette magique. C'est le fait de ne pas être seul et c'est le fait d'apporter un univers, un cadre. Donc, si un indépendant veut prendre une franchise, déjà, je pense qu'il faut qu'il y ait un bon feeling avec le franchiseur. Le côté business est important, tout ce qui est chiffre, rentabilité, les marges, c'est quelque chose d'important. Mais je pense qu'il faut avoir une bonne relation avec son franchiseur. Parce que on fonctionne en binôme, comme un couple. Et si dès le départ, il y a des tensions, il y a des choses qu'on ne sent pas, voilà, ça risque de mal se passer. De mal se passer. Donc déjà ne pas choisir qu'un concept qui nous plaît, mais choisir le concept plus avec la personne et l'équipe qui nous plaît aussi. Exactement. Donc ça, c'est le premier conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut passer d'indépendant à franchisé. À franchiser. Et une personne, par exemple, moi, admettons, j'ai mon concept, tu vois, je vends des burgers, mais je me dis, je veux lancer des franchises, je veux devenir franchiseur. À cette personne-là, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je lui dirais de se poser la question, qu'est-ce que j'apporte de plus? C'est quoi la plus-value? Quelle est la plus-value? Qu'est-ce que j'apporte de plus que mon concurrent à côté? Il y a déjà ça. Le deuxième point, c'est de se dire, est-ce que j'ai le temps et les capacités de le faire? Quand je parle de capacité, déjà c'est financière. Parce que faire une franchise, par exemple, il faut faire un manuel opératoire. Un manuel opératoire, c'est des process où il y a tous tes process de A à Z, mais ça veut dire tes recettes, mais on parle aussi de tous les détails comme même la police de caractère que ton franchisé va devoir utiliser, les couleurs, le logo, l'emplacement du logo, les personas, la cible de clientèle, le marché. Voilà. En fait, c'est un document qui fait quasiment 150 pages. Et pour le faire, donc, il faut le temps et il faut aussi les ressources financières. Donc ça coûte de l'argent. Ça monte vite. Et ensuite, moi je conseillerais déjà de ne jamais se lancer avec un seul point de vente. Au moins en faire deux. En tant qu'indépendant avant de devenir franchiseur. Un deuxième en tant qu'indépendant dans un secteur différent que ton premier, pour voir déjà si ton concept est flexible et peut s'adapter à n'importe quel type d'emplacement. Voilà.
Donc c'est un petit peu les conseils. Après, il y a beaucoup d'autres choses, mais ça prendrait. Mais ça, ouais, bien sûr, bien sûr. Non, on n'a pas forcément énormément de temps pour tout ça, mais c'est déjà très bien. Il y a beaucoup de valeur dans cet échange-là. On va parler rapidement justement du lancement qu'on a fait ensemble, parce qu'on a bossé ensemble sur Lille et sur Lyon. Est-ce que tu peux expliquer un peu qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit là, il faut que je passe par Reda pour faire le lancement? Tout simplement parce que j'ai envie de dire chacun son métier et on ne peut pas s'improviser tout ce qu'on veut. Voilà, c'est un petit peu un défaut qu'ont d'ailleurs les indépendants. Ouais, et ils veulent tout faire. Parce que bon, il y a plusieurs raisons à ça. Mais déjà, voilà, nous, tout ce qui est notre concept, les recettes, voilà, tout ça, on maîtrise. Mais c'est vrai que tout ce qui est com et acquisition client, on a beau avoir les bases, c'est pas suffisant. Donc on a décidé de se faire accompagner et je t'ai contacté et j'ai eu raison parce que voilà, tu sais de quoi tu parles et tu as apporté une expertise intéressante et qui a permis de faire des bonnes ouvertures. On n'a pas perdu de temps, je me rappelle que le délai était assez short sur Lille et sur Lyon. Exactement, je me rappelle qu'on a dû vraiment travailler au tac au tac. C'est vrai, ça s'est fait très rapidement parce que voilà, on était encore dans l'optique de nous, en tant que franchiseurs, on doit nous-mêmes faire tout, mais en fait non. C'est là où on se dit, attends, on n'est pas spécialiste, on arrête parce que je sentais qu'on n'allait pas dans la bonne direction. Je dis, on va contacter un professionnel et voilà, tout ce que tu as apporté, c'est intéressant parce que c'était pas du tout mon domaine. Je me suis rendu compte que vraiment là, c'est voilà, chacun son domaine et il faut avoir des prestataires à qui on peut faire confiance, c'est important. Ça a de l'impact. Qu'est-ce que ça a donné en termes de, je sais pas si tu te rappelles un peu des chiffres, que ce soit Lille ou sur Lyon? Les chiffres sur le lancement. En fait, il y a le côté chiffre, mais il y a aussi au-delà, je trouve, la pertinence des conseils. Comme nous, on faisait les choses de manière basique avec du boost sur Instagram. Toi, tu es arrivé, tu as commencé à vraiment rentrer dans le méta business et à nous dire voilà, quel type de contenu pourrait être pertinent. Le plus impactant possible avec le moins d'argent. C'est ça, avec les coûts par clic, avec tous ces petits détails que moi je ne connaissais pas. Et voilà, tu nous as guidés et tu nous as bien conseillés. Et ce qui a fait qu'on a eu une visibilité sur ces villes-là. Et lors de l'ouverture, on a eu des gens, on a eu beaucoup de gens à l'ouverture et on a fait des belles ouvertures. Donc voilà, par rapport à chaque média, quel type de contenu on devait faire et le budget que l'on devait faire par rapport à ça. Voilà, tu nous as guidés de A à Z sur ces lancements-là. Alors après, au niveau des chiffres, je peux les avoir en tête, ça date un peu. Voilà, ça date un petit peu, mais surtout, moi, ce que je retiens, c'est que ça a été un succès. Voilà, ça a été un succès, qu'en fait, l'objectif de départ a été respecté et on a fait des belles ouvertures et ça nous a apporté du monde lors de l'ouverture. Les franchisés étaient contents? Les franchisés étaient très contents. On a pu faire des belles vidéos et ces ouvertures-là nous ont apporté des nouveaux leads pour la franchise. Pour d'autres ouvertures plus tard. De toute façon, c'est ça, quand ça fonctionne et que les gens sont contents, forcément, ça donne de la visibilité et ça développe le business. Écoute, merci pour cet échange, plein de valeur. Merci à toi de l'invitation et avec plaisir pour une autre interview si besoin.